Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec Rémi de Merseman, nous recevons Lionel Lesguet et Julie Landès et nous allons parler ensemble d'égalité femmes-hommes dans le milieu professionnel. Je vais vous demander d'abord de présenter votre engagement et votre activité. Euh, on peut peut-être commencer par Lionel pour casser les codes. Donc, je me lance comme consultant en égalité homme-femme, contre les stéréotypes et contre le sexisme. Et en même temps, ma deuxième casquette, c'est en tant que consultant prospective. Et je suis engagé auprès d'ONU Femmes France et de Digital Ladies et Allies sur tout ce qui est l'égalité et la parité dans l'écosystème numérique. Bien, Julie? Bonjour, moi c'est Julie Landès. Je suis cofondatrice de Nenetenco, qui est une association qui accompagne les femmes dans leur développement professionnel. Je suis également cofondatrice de la FEDEPRO-Femmes, qui est la Fédération française des réseaux pour le développement professionnel des femmes, qui réunit de nombreux réseaux qui accompagnent les femmes dans la sphère professionnelle. Et je suis également cofondatrice de Olympe, une structure qui se focalise sur l'expérience collaborateur et sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et qui agit en fait auprès des TPE et des ETI. Et voilà. Vous avez tous les deux une expérience riche et un engagement multifacette. Je crois, Lionel, que vous avez, au-delà d'un engagement associatif, pu expérimenter le développement de l'égalité femmes-hommes au cours d'une expérience professionnelle à la SNCF, c'est ça? Oui, dès que je suis rentré à la SNCF, il y a le SNCF au féminin des Pays de la Loire qui m'ont demandé de venir vers eux et ils m'ont intégré dans leur copile. Donc j'ai pu voir l'égalité homme-femme et l'engagement de la SNCF au quotidien. Et depuis la nomination notamment de M. Farandou, c'est accentué parce qu'il y a quand même pas mal de directeurs qui sont devenus des directrices. Et il y a pas mal de féminisation dans l'écosystème SNCF, notamment. Et j'ai vu le rôle important de SNCF au féminin. Vous disiez tout à l'heure en préparant l'émission qu'il y avait même eu un changement de responsabilité au sein de SNCF par rapport à la question égalité femmes-hommes. Ça c'est un signal intéressant peut-être aussi à décrypter. Oui, parce que c'est passé directement, c'était attaché avant aux ressources humaines et c'est passé à la direction RSE. Et dans la plupart des entreprises avec les autres engagés, je vois que l'égalité pro femmes-hommes, c'est toujours plus ou moins attaché à la branche RSE. On peut dire que ce passage de RH à RSE signifie peut-être plus le passage d'une approche comptable, on regarde ce qui se passe et on essaye de faire des choses, à une approche proactive où on essaye d'engager une démarche, c'est ça? C'est plutôt ça prouve que c'est une problématique sociétale. Que l'égalité hommes-femmes professionnelle, que les droits des femmes en règle générale, c'est un problème sociétal. Ce n'est pas forcément un problème femme-femme, c'est un problème sociétal. Donc, il faut que ce soit dans les entreprises, c'est de plus en plus lié au RSE. Je rebondirai sur ce que dit Lionel, en fait, sur le fait que c'est basculé du côté RSE, c'est qu'aujourd'hui, dans le socle de valeur, en tout cas des entreprises, c'est quelque chose qui est important. On a bien souvent parlé de marque employeur et on dira qu'il y a eu un peu de féminisme washing autour des engagements des entreprises sur la thématique. Et je pense que ça peut être le cas quand c'est rattaché en fait à la partie RH. Maintenant que ça fait partie de la politique de l'entreprise dans son engagement RSE, on voit que ça prend une autre dimension et qu'effectivement, on n'est plus uniquement rattaché à la personne, l'homme, l'humain, mais on est vraiment sur une dimension beaucoup plus large qui est le socle de valeur de l'entreprise et son engagement et pas son envergure, mais la façon dont elle peut rayonner avec cet engagement-là.
Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ont tout intérêt à engager cette démarche-là sur leur politique RSE, puisque on sent que c'est quand même dans ce cadre-là beaucoup plus ancré dans les valeurs de l'entreprise et dans son socle d'action. Y compris au niveau de TPE-PME, Julie? Alors TPE-PME, la problématique est différente parce que je pense que du coup, tout ce qui est RH en général, c'est peut-être un peu moins construit que ce qui peut exister dans les grands groupes. Et effectivement, ce que je dis, c'était plutôt concernant les grands groupes. Maintenant, dans les petites structures, on est quand même sur des discussions qui sont plus fluides. Je veux dire, il y a moins de hiérarchie. Et du coup, c'est vrai que cet engagement-là, il est porté par la direction. Et c'est plus facile si ça fait partie de l'ADN de l'entreprise plutôt que ce soit quelque chose qui soit imposé par les RH ou par la volonté que va prendre le dirigeant ou la dirigeante sur ce sujet. On entend beaucoup dire que les choses ont énormément évolué ces dernières années. On a presque l'impression que la question de l'inégalité femmes-hommes dans l'entreprise, ça reste maintenant essentiellement une question d'inégalité salariale. Je pense que vous avez, vous, un autre regard là-dessus. Est-ce que les choses ont vraiment changé? Est-ce que ce changement s'accélère? Et quand est-ce qu'on pourra espérer obtenir cette égalité attendue? Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place et on est de plus en plus d'acteurs et d'actrices à militer sur ce terrain-là, donc de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il y a eu des volontés politiques aussi d'ancrer dans la loi certaines mesures, notamment sur l'égalité salariale, etc. Cependant, dans les faits, je pense que tout ce qui est relatif, par exemple, à l'index EGAPRO, qui est une obligation maintenant pour les entreprises de plus de 50 salariés, ça a pu faire changer quelque chose. Mais je trouvais qu'il y avait d'autres mesures qui étaient prises dans d'autres pays qui pouvaient être plus intéressantes et plus impactantes en fait en termes d'engagement. C'est par exemple la volonté de prouver qu'il y a bien une égalité entre les salaires des hommes et des femmes au sein des structures. Et je pense que c'est en Islande qu'ils ont mis en place ce dispositif-là. Et ce dispositif pour justement diminuer au maximum les écarts salariaux qu'il y a entre les femmes et les hommes. Pour parler de ma propre expérience, je travaillais dans l'automobile et j'avais un différentiel je ne citerai pas le nombre, entre mon salaire et celui de mon homologue. Et c'est vrai que c'est quelque chose pour lequel j'ai lutté pour arriver en fait au même seuil. Ça n'a pas été le cas, hein, même jusqu'à la fin. Mais c'est vrai que c'est là où ça a réveillé quelque chose en moi et je me suis dit, bon, ben là, quand même, si moi, j'arrive pas à agir pour moi, les autres n'arriveront pas à agir pour moi. Donc c'est vrai que c'est à ce moment-là que cet engagement, il est né. Maintenant, pour répondre à votre question sur quand, effectivement, on voit qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, on voit qu'il y a eu une progression, on entend de plus en plus parler de cette égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Maintenant, je pense qu'il manque certaines choses, c'est les clés, c'est comment agir, c'est des mesures à mettre en place, c'est comment l'animer au sein de sa structure. Et c'est par ce biais-là qu'avec Olympe, par exemple, on intervient dans les structures pour pouvoir donner des clés à la direction sur comment je mets en place ça, parce que j'en ai vraiment envie et parce que j'ai envie d'agir au-delà de l'index sur les GAPRO et au-delà des quotas, puisque aujourd'hui, une des problématiques qui répond à ça, c'est bien les quotas. Alors justement, c'est intéressant, Julie, de parler du multi-engagement, parce que je crois, est-ce que je me trompe, mais je crois que l'une des problématiques de l'égalité femmes-hommes, c'est qu'il faut déconstruire une culture ancienne et quelque chose qui a été installé dans l'esprit des gens, alors qu'il n'y a pas aujourd'hui d'éducation à l'égalité femmes-hommes en tant que telle, et aux égalités au sens large, hein, en tant que telle. Et donc, quelque part, l'un des chemins, certes, il y a la volonté des entreprises, qu'elles soient imposées par une règle ou qu'elles soient issues du dirigeant, mais il y a aussi l'éducation, et je pense que Lionel, comme Julie, c'est ce que vous faites finalement dans votre multi-engagement. Quelque part, vous venez éduquer, expliquer, faire savoir
aux gens qui travaillent. Quels sont les enjeux? Est-ce que je me trompe? Moi, je voudrais rebondir là-dessus, c'est que c'est pour ça que moi, je me mets comme consultant dans l'égalité homme-femme. En règle générale, c'est des femmes. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a à peu près 46% des hommes qui sont favorables à l'égalité homme-femme. Mais ils n'osent pas. Et dans certaines entreprises, j'ai quand même fait pas mal d'entreprises, il y a quand même encore les stéréotypes et le sexisme qui est dans la tête des gens, dans la tête des hommes. Et il faut faire bouger, d'une part, il faut faire bouger les 46% des personnes qui se disent pour l'égalité et qui n'osent pas l'affirmer. Donc, il faut les faire bouger. Et c'est via les entreprises qui pourront les faire bouger. Parce que même si j'ai vu que même s'il y a les employeurs qui sont pour l'égalité ou les leaders ou les chefs de service qui sont pour l'égalité homme-femme, il y a toujours des stéréotypes du genre le midi, les gens ils mangent et puis il y a un des collègues hommes qui dit à une femme bah, tu vas faire la vaisselle, tu connais ça. Donc c'est ce genre de mentalité qu'il faut que dans les entreprises ça cesse aussi. Je trouve que ce chiffre est assez effrayant, c'est-à-dire que 54% des hommes ne sont pas pour l'égalité femmes-hommes dans les entreprises. J'ai vu ça dans le livre de Léa Lejeune sur le féminisme washing, où il disait que 46% étaient favorables. Ça veut dire que 54% n'y sont pas. Et après, c'est vrai que c'est un chiffre qu'on peut modérer dans le sens où, bien souvent, du côté des hommes, pour le coup, je vais parler en leur nom, même si je ne suis pas un homme, mais je me dis que, et c'est une phrase que j'entends très souvent, c'est mais aujourd'hui, vous voulez l'égalité, mais elle est là, l'égalité. Et en fait, je pense que ça peut être aussi ces 54%-là qui estiment qu'aujourd'hui, on est égaux, très certainement. Et c'est vrai que malheureusement, en fait, quand on fait partie des privilégiés, et je pense qu'en tant que femme blanche, j'ai aussi mes propres privilèges, mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément, puisque c'est quelque chose qui est ancré en nous, c'est quelque chose qui est normal, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Et c'est vrai que l'éducation, et du coup, je rejoins Rémi sur ça, moi j'ai 2 petits garçons, bon, il y en a un qui a 4 mois et l'autre qui a 3 ans, mais c'est vrai que ça commence tout petit aussi, cette éducation-là, sur comment je respecte déjà la notion de consentement, comment je respecte aussi les autres. Comment j'éduque mon enfant, moi, sur ça c'est un jouet de garçon, ça c'est un jouet de fille, enfin voilà, tout ce genre d'écosystème. Alors c'est quelque chose qui est très difficile parce que malgré l'éducation que, en tout cas moi j'ai envie de donner à mes fils, je vois que dès qu'ils rentrent dans des structures où il y a d'autres enfants, on en revient à la bagarre, je vais jouer au camion, etc. Et puis c'est vrai que s'il dit moi je joue à la poupée à ma maison, c'est pas tout à fait la même chose. Ah mais tu joues à des trucs de filles. Et je pense que l'éducation, outre celle qu'il y a au sein de l'entreprise, et ça répond aussi à la question de Cécile tout à l'heure, c'est que quand je ne saurais pas y répondre, par contre c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire auprès des générations à venir sur la manière dont on les éduque, puisque pour nos générations c'est tellement ancré. Alors, je ne vais pas être pessimiste, mais c'est tellement ancré que ça va être beaucoup plus difficile de changer l'état d'esprit des gens sur ce sujet-là, ou du moins leur faire voir les différences, plutôt que pour les générations à venir, qui, pour le coup, ont un vrai rôle à jouer sur cette égalité-là. Et ça risque de perdurer malgré notre bonne volonté commune. Je pense qu'ici, il y a plus de 46% des participants à l'émission qui sont pour l'égalité femmes-hommes. Mais il y avait une étude très intéressante sur la structure des cours d'école et l'organisation des cours d'école où le terrain de foot était au milieu et les garçons jouaient au foot et les filles devaient faire le tour. Et rien que ça, c'est d'une violence folle. C'est d'une violence folle et c'est inconscient. Et c'est là où je parle d'éducation, et l'éducation se fait à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse l'éducation de nos enfants, mais il faut qu'on fasse aussi l'éducation des urbanistes, qu'on fasse l'éducation de beaucoup de monde. Donc vous avez un rôle, vous, fantastique à jouer, et j'espère que vous multiplierez et que vous serez plus nombreux à aller dans les entreprises pour faire cette éducation-là. Mais pour dire, quand on fait un aménagement pour des enfants, il faut penser cette question de l'égalité femmes-hommes, parce que qu'on le veuille ou pas, les garçons jouent plus au foot dans les cours d'école que les filles. Pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, Rémi, c'est effectivement la notion d'espace public aussi. Elle est très très souvent pensée par des hommes et du coup organisée pour répondre aux besoins des hommes. Et c'est vrai que ça passe aussi par ce chemin-là. Mais pour l'égalité, en tout cas, femmes-hommes, il faut agir sur tous les pans. Et donc en entreprise, vos actions
justement, dans ce cadre-là, je recentre, pardon, parce que j'ai décentré moi-même et je me permets de recentrer le sujet. En entreprise, vos actions multiples visent est-ce que vous visez à sensibiliser individuellement, à aider collectivement l'entreprise à progresser, à mettre en place des indicateurs? Enfin, quelles sont vos actions concrètes? En ce qui me concerne avec Olympe, en fait, l'objectif, c'est de co-créer avec l'ensemble des membres d'une entreprise parce que on ne peut pas imposer quelque chose à quelqu'un. Et justement, dans cette dynamique de co-création, chacun et chacune participe et pose sa petite pierre à l'édifice sur son engagement par rapport à cette cause-là. Et je pense que si on impose des choses, et c'est ce qui se passe souvent en fait dans le militantisme féministe, pardon, c'est que les gens qui ne sont pas avertis sur ces sujets-là ont souvent l'impression qu'on leur impose des choses et que on impose une façon de penser. Et donc c'est vrai que je pense qu'en entreprise, le fait qu'on co-crée avec les gens, qu'on les invite à réfléchir sur différents sujets, ça va être les thématiques du recrutement, ça va être l'animation des entretiens annuels, ça va être l'évolution de carrière des femmes et des hommes, etc. Et c'est sur ces champs-là, en fait, qu'on propose avec Olympe, en fait, des méthodes ludopédagogiques pour justement créer, déjà dédramatiser le sujet et créer des dynamiques par les équipes au sein de la structure. Et Lionel, vous avez décidé de vous installer comme consultant, donc je suppose que vous avez là aussi des outils à proposer, des services à fournir aux entreprises. Vous vous saisissez du sujet comment? C'est en cours de réflexion. J'ai décidé de me lancer au mois de mai-juin. Donc là, c'est en cours de réflexion de ma boîte à outils. Mais comme j'aime bien jouer, donc ce sera essentiellement autour du jeu. Autour du jeu, du jeu de rôle. Plutôt de l'animation de séminaires d'équipe. Oui. D'accord. Et puis, c'est vrai que individuellement, à partir du moment où sur les réseaux sociaux, je me dis féministe au masculin, il y a beaucoup de femmes qui reviennent vers moi en message privé qui me parlent de l'inégalité. Ils me confient certaines choses. Donc, dans ma réflexion, c'est aussi de voir auprès des hommes, de voir pour l'égalité homme-femme dans l'entreprise, mais auprès des hommes essentiellement. Parce que la clé viendra d'eux aussi. Alors, justement, j'étais en train, cette réflexion-là m'amenait à une question. Est-ce que vous avez le même public, un public homogène, ou est-ce que vous réussissez à avoir dans vos actions, ou à voir, puisque Lionel était plutôt sur le passé au niveau SNCF, à voir l'étendue de la société en tant qu'employé? Est-ce que ce sont plutôt les cols blancs, c'est-à-dire les cadres qui sont sensibilisables et qui sont vos publics, ou est-ce que vous réussissez à avoir une variété d'interventions, tant auprès d'ouvriers ou d'employés de terrain que de techniciens, de cadres et de cadres supérieurs? Moi, mon expérience assez courte là-dessus, c'est essentiellement les cadres et les managers. J'ai vu leur implication. Nous, alors c'est avec une autre casquette que celle d'Olympe, c'est celle de Nenet & Co. On accompagne en fait plutôt les salariés pour leur évolution professionnelle. Et donc, c'est là où on va pouvoir agir, on va dire, pas forcément au niveau des managers, mais au niveau de la direction. Avec Olympe, on est plutôt au niveau des managers et au niveau de la direction parce que c'est quelque chose qui doit être incarné par l'entreprise. Et c'est bien souvent eux, en fait, qui sont moteurs sur ce sujet-là. Donc, en tout cas, moi, mon engagement essaye de se porter à tous les niveaux et on voit bien en tout cas que pour se porter à tous les niveaux, il ne peut pas être fait par la même structure et il ne peut pas se faire de la même façon. Donc, disons qu'on va sensibiliser avec Olympe tous les cadres dirigeants et qu'ensuite, cette dynamique-là, elle va descendre sur différents échelons pour pouvoir l'animer et faire incarner justement cette égalité professionnelle à tous les niveaux et du coup impliquer l'ensemble des salariés.
Julie, vous avez employé un terme qui est assez fort quand même. Vous avez parlé de dédramatisation dans l'entreprise. Donc, ça veut dire que ça reste un sujet quand même de tension important et que peut-être que alors les hommes se sentent quelque part aussi, alors je ne sais pas, brimés ou Non, mais violentés par, par l'arrivée des femmes. On en est encore là. Qu'est-ce qu'on fait pour dédramatiser? En fait, la notion de dédramatiser, elle est de pair en fait avec la notion de privilège. Et c'est sûr que je pense que dans l'état d'esprit, ça peut être ça. C'est que quand on réfléchit à une égalité professionnelle, ce qui peut faire peur et ce qui peut créer un drame, c'est de perdre des privilèges et pour en donner à d'autres. Et je pense que à un moment donné, peut-être que certains hommes le vivent de cette manière-là. Maintenant, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste. J'ai la chance, en tout cas, d'intervenir aujourd'hui avec des personnes qui sont concernées par le sujet et il y a une certaine parité dans cette discussion-là. Donc, je me dis que tout n'est pas perdu et qu'effectivement, on va pouvoir amener ce sujet-là en engageant tout le monde et notamment les hommes pour qu'on puisse faire adhérer tout le monde. Je pense que c'est en faisant adhérer tout le monde, justement, qu'on pourra éviter le drame et faire avancer la cause sur l'égalité professionnelle. Et tous les deux, est-ce que vous avez une expérience ou une rencontre sur ce sujet, quelqu'un qui a pris conscience ou quelqu'un qui a décidé un jour de changer radicalement les choses dans son entreprise ou dans sa façon de travailler? Oui, pendant très longtemps, j'étais magasinier cariste avant de reprendre mes études et j'ai travaillé dans une entreprise où il y avait une quinzaine de magasiniers et il y avait à peu près la moitié de magasinières et caristes. Et c'était la volonté du manager qui avait été nommé que toutes ces nouvelles intérimaires qui prenaient, que ça devait être 50-50. Donc certains chauffeurs de camion, quand il arrivait, il était un peu surpris, mais il y avait à peu près moitié-moitié de femmes et d'hommes dans le magasin. Donc ça étonnait un peu, mais au moins il y avait une volonté de la part de ce manager et de la direction ensuite, puisqu'il l'appuyait, d'embaucher des femmes magasinières et de leur faire passer la licence cariste. Moi, ce qui me concerne, mon premier boulot, on va dire, à responsabilité, ça a été compliqué, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu un déclic, en tout cas de la part de mon manager, qui est mon mentor sur pas mal de sujets. Je suis arrivée dans l'automobile, donc un secteur très, très masculin. J'avais moins de 25 ans à l'époque. Et c'est vrai qu'il voulait recruter un nouveau profil dans l'automobile qui était un peu comme un chef de produit, pour vulgariser un peu le nom, puisque c'est toujours des thèmes très techniques dans chaque entreprise. Et du coup, il avait pour optique d'embaucher un homme de 30 ans, 5 ans d'expérience dans l'automobile. Et du coup, pendant 6 mois, j'ai essayé de lui prouver qu'il n'était pas obligé d'avoir un homme, que ce n'était pas obligé non plus qu'il y ait 5 ans d'expérience si on avait les compétences pour le poste, et que 30 ans, pourquoi 30 ans? Donc, et du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, il a fait un geste significatif, puisque pour le coup, il était hyper sûr de lui sur le profil qu'il voulait recruter pour ça. L'avantage que j'avais, c'est que j'étais déjà au sein de l'entreprise et que du coup, ça m'a permis à moi de pouvoir me positionner et de me placer, de me positionner pour ce poste-là. Et j'ai eu beaucoup de chance et beaucoup de travail aussi, parce que souvent on dit qu'on a de la chance, d'avoir pu être promue sur le poste en question et par ce manager-là, puisque à un moment donné, je me suis dit que j'avais réussi à le convaincre, que j'étais la bonne personne pour ce poste-là. Et pour rebondir sur ce que disait Lionel, c'est vrai que par exemple, dans des préconisations qu'on pourrait faire, c'est que quand il s'agit du recrutement, quand on a 2 CV avec compétences équivalentes, et si on est sur une majorité d'hommes dans les équipes, de privilégier celui de femmes, du coup.
Donc, j'ai bien dit, à compétences équivalentes, s'il y en a trop d'hommes dans l'entreprise, de favoriser peut-être celui des femmes sur le profil. Alors, outre la dimension humaine, on est d'accord. On a vu c'était la démarche de la mairie de Paris d'ailleurs. Hein. C'est un peu amusant, entre guillemets, c'est-à-dire que la mairie de Paris, voulant féminiser les postes de direction administrative, a embauché plus de femmes que d'hommes et s'est fait retoquer. Et s'est pris une amende qui a été annulée, heureusement, après, parce que rupture d'égalité, trop d'embauches féminines et pas assez d'embauches masculines sur le même Oui, mais c'est la conséquence des quotas aussi. C'est que quand on demande ce qui est 40% sur l'effectif d'hommes ou de femmes, en tout cas un minimum sur la dimension de genre, derrière, il peut y avoir des répercussions comme ça. Donc effectivement, c'est assez contradictoire puisque toutes les autres entreprises, est-ce qu'elles ont eu des amendes? Est-ce que les autres collectivités, elles ont eu des amendes? C'est là, je pense, où il y aurait eu un grand flot d'amendes pour tout le monde, puisque pour le coup, c'est pas tout à fait le cas. J'avais juste une question à Lionel, puisque du coup, en préparation en fait, de ce rendez-vous-là, on était déjà en contact et du coup, je recherchais un homme pour intervenir avec moi sur ce sujet et j'ai eu énormément de difficultés à trouver un homme très engagé. Alors, des hommes engagés qui ont la conviction très certainement, mais un homme qui porte ce sujet-là. Et du coup, j'avais envie de poser la question à Lionel, du coup, pourquoi pourquoi tu t'es engagé sur ce sujet-là et pourquoi on ne trouve pas plus d'hommes engagés sur ce sujet-là? Pourquoi disons que j'ai suivi un podcast il y a quelque temps et il disait que la majorité des hommes qui s'engageaient dans les droits des femmes et l'égalité des femmes, c'était des hommes qui étaient déjà dans la politique. Et moi, j'ai une chance, une particularité, c'est que c'est ma maman qui m'a appris les droits des femmes, l'égalité. Et la première personnalité politique que j'ai entendu le nom quand j'étais enfant, c'est Simone Veil. Et ma maman m'a énormément... c'était dans ses engagements aussi, même s'il n'était pas engagé associatif et ainsi de suite, mais elle était très, très engagée elle m'a éduqué pour l'égalité homme-femme, et notamment pour tout ce qui était domestique. Pour elle, c'était hors de question qu'il y a que la femme qui fasse le ménage, par exemple. Elle nous a appris très vite et quand je suis arrivé sur les réseaux sociaux en 2015, quand j'ai créé mon compte Twitter, c'était déjà mon fil rouge pour tout ce qui était les droits des femmes, tout ce qui était égalité homme-femme, notamment auprès du numérique. Et dès que j'ai eu l'occasion, j'ai été coopté à Digital Ladies. Et l'année dernière, j'ai décidé d'intégrer ONU Femmes France. Et pour moi, les atteintes aux droits des femmes, c'est une atteinte aux droits de l'humain. Donc pour moi, c'est inacceptable. Il y a certaines personnes qui ont l'ambition, moi j'ai une ambition noble, c'est pour m'engager auprès des femmes. Et je reboucle là-dessus, c'est qu'en même temps, je viens de créer un collectif. Nous sommes en train d'écrire un livre sur la violence faite aux femmes et notamment la violence conjugale. Je rebondis sur ce que dit Lionel et pour remettre aussi le sujet de l'égalité professionnelle, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui, malgré tout, être militant pour l'égalité professionnelle et ne rester que dans ce champ. C'est qu'on a forcément d'autres choses qui interviennent au sein des différentes structures. Par exemple, avec les nénettes, bien souvent, quand on va identifier quels sont les freins à l'évolution professionnelle, on va se rendre compte qu'il y a d'autres sujets qui viennent parfois entraver l'évolution professionnelle des femmes. Ça peut être la dimension privée et que c'est très difficile de rester sur cet objectif-là, de se dire je n'agis que sur l'égalité professionnelle femmes-hommes, puisque pour le coup, cette égalité professionnelle-là, elle arrivera à être effective aussi quand il y aura une égalité globale entre les femmes et les hommes. Donc on le voit, hein, c'est la question de l'éducation, mais aussi celle de l'exemplarité qui est importante pour faire avancer les choses. Je ne doute pas que les choses vont progresser. On y croit, en tout cas avec des gens comme vous, totalement investis, totalement engagés, ça donne un sacré espoir.
Merci à tous les deux d'avoir partagé vos expériences inspirantes et vos réflexions sur le sujet, d'avoir accepté l'invitation de la Cité de la RSE et de l'Impact pour cette émission. Merci à vous pour l'invitation. Merci de Merci. l'invitation. Merci Julie aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.